Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien jury de l'ESSEC. J'ai aussi été enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine et je suis le directeur de Prépa Campus. C'est moi aujourd'hui qui vais animer cette conférence. Je tiens à vous dire pour commencer que la conférence est enregistrée et que je vous enverrai le replay de la conférence demain. Vous recevrez aussi des slides, ce qui fait que s'il y a des points qui vous intéressent dans les slides, ne vous embêtez pas à les prendre en photo, vous recevrez tout demain par mail dans la journée. La conférence, ça va durer environ 1 heure. Je vais tout vous expliquer sur les concours, Access Sésame. Je vais essayer de répondre de manière la plus claire à vos questions aussi. Donc, on va faire environ 40 minutes de présentation et ensuite une vingtaine de minutes ou plus, hein, si besoin, pour répondre à toutes vos questions. OK? Les questions, je vous invite à les poser directement dans le chat au fur et à mesure. Et ensuite, à la fin de la conférence, je reprendrai les questions dans l'ordre et je répondrai à toutes les questions. On va commencer tout de suite en parlant je vous ai les appels sommaires. Bon, en gros, on va parler des études de gestion en général. On va comparer les concours Access Sésame. On va regarder les épreuves en détail et on va voir comment on se prépare au concours. OK? C'est le programme un petit peu de cette conférence. Et donc, du coup, quand vous souhaitez faire des études de gestion ou de commerce, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Et l'option école de commerce, c'est une option parmi d'autres. OK? Les écoles de commerce, vous avez plusieurs types de programmes qui existent. Déjà, donc, soit des programmes en post-bac, soit des programmes en post-prépa. Pour les programmes en post-bac, vous avez trois types de programmes qui vous sont proposés. Des bachelors en 3 ans, des BBA en 4 ans, des programmes en 5 ans qui s'appellent souvent les programmes grande école. OK? Je vais essayer de vous donner un peu de détails sur tout ça, comme ça vous y voyez déjà un petit peu plus clair avant qu'on rentre vraiment dans la partie concours. Sur la partie euh, bachelor, donc les programmes en 3 ans, en France, on n'a pas d'excellent bachelor. Je dirais que le bachelor le plus coté, euh, qui est vraiment commerce, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est super international. Euh, Ils recherchent à l'ESCP des étudiants qui sont bons en maths, qui sont très bons en anglais et qui ont vraiment envie d'étudier à l'étranger, sachant que vous ferez 2 années sur 3 à l'étranger minimum. OK? Donc ça, c'est pour le SCP avec son bachelor. Vous avez un autre bachelor qui est connu, c'est l'ESDEM. L'ESDEM, ça se passe chez Schema. Et en fait, quand vous préparez l'ESDEM, E-S-D-H-E-M, je vous le dis comme ça si vous prenez des notes sur ce qui peut vous intéresser, c'est un bachelor en 3 ans. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin de ce bachelor, vous faisiez ce qu'on appelle des admissions sur titre. Donc, vous passez à un autre concours pour entrer en programme grande école, d'école de commerce, enfin, d'autres écoles de commerce. Des écoles qui sont accessibles normalement en post-prépa. Les meilleures écoles que vous pouvez avoir après avoir fait l'ESDEM, et dans la très grande majorité des cas, ça va être à partir enfin, en dessous du top 5 des écoles de commerce. OK? Donc, vous ne rentrerez pas à l'ESSEC ou à HEC après avoir fait l'ESDEM. Je préfère vous le dire, sauf, je n'ai pas de contre-exemple. Mais il y a peut-être ce qui existe, mais j'en ai pas. Euh, Sinon, les autres bachelors, honnêtement, c'est vraiment moins intéressant, moi, je trouve, d'un point de vue académique, aussi bien que d'un point de vue débouché derrière ou reconnaissance, hein, même des écoles. Et donc, du coup, je vous les conseillerais pas. Il y a le bachelor de l'ENSA qui est connu aussi, mais il y a celui de l'IESEG, mais franchement, c'est pas d'un niveau comparable à ce qui se fait en programme grande école. OK? Donc, faut faire attention à ça. Vous avez sinon des programmes en 4 ans, des BBA. Pour le coup, là, il y en a des très bons en France. Les BBA, c'est des programmes qui sont très internationaux. C'est calqué en fait sur le modèle un peu anglo-saxon, hein, ce qui se fait dans les BBA. Et euh, après vos 4 ans de BBA, vous avez un grade de licence. En fait, en France, la quatrième année d'études n'est pas diplômante. On a une licence après 3 ans, on a un master après 5 ans. Par contre, donc quand vous faites un BBA, pardon, vous avez juste un grade de licence à la fin. Par contre, la quatrième année que vous avez faite, elle vous a permis d'engranger ce qu'on appelle des crédits ECTS dans le supérieur. Et donc, du coup, il vous reste plus qu'un an à faire pour avoir le grade de Master 2. Vous n'avez pas besoin de refaire 2 ans après votre BBA. Donc, quand vous faites un BBA en France, moi, ce que je vous recommande très fortement, ce que je recommande à tous les étudiants qui font la prépa, qui se préparent au concours avec moi, enfin, avec la prépa, je leur recommande de toujours poursuivre après un BBA en faisant soit un master en université, soit un master spécialisé en école, enfin en continuant ses études ou même en continuant à l'étranger. OK? On a beaucoup de possibilités et donc du coup, on peut avoir accès à des excellents masters après un BBA quand on fait un très bon BBA. OK? Et donc du coup, il faut bien travailler pendant son BBA pour avoir le maximum d'opportunités possibles après son BBA. Le meilleur BBA de France, c'est celui de l'ESSEC, il n'y a pas de débat. En fait, tous les meilleurs BBA de France, ils sont dans le concours Sésame. Le seul qui est hors concours, c'est celui de l'EDEC.
je parle parmi les bibiers les plus intéressants. On reviendra sur les écoles un peu plus tard. Ensuite, vous avez des programmes en 5 ans. Et les programmes en 5 ans, en fait, tous les meilleurs PGE, programmes grande école en 5 ans, ils vont être dans le concours Sésame ou dans le concours Accès. OK? Le meilleur de France, c'est celui de l'IESEG. Il n'y a pas de débat, c'est dans le concours Accès. Et il est pas particulièrement intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de place. Les programmes en 5 ans, c'est le même type de programme exactement que ce que vous avez après une prépa. Sauf que c'est comme si vous aviez 2 premières années de prépa intégrée. Alors, la prépa intégrée, les 2 premières années que vous faites en école de commerce à l'IESEG, à l'ESCA ou à l'EM Normandie, par exemple, c'est pas aussi intensif que si vous faites une prépa. C'est pas aussi théorique que si vous faites que quand vous faites une prépa. Mais par contre, c'est plus théorique qu'un BBA quand même, ou qu'une première année BBA, parce que vous allez avoir une année de plus, donc vous avez plus de temps pour creuser les statistiques, les mathématiques, la sociologie, etc. Que vous fassiez une école de commerce en 3, 4, 5 ans, enfin, je veux dire une bonne école de commerce en France en 3, 4, 5 ans, vous aurez toujours un parcours qui sera assez international, avec la possibilité de partir, ou même l'obligation en général d'ailleurs, de partir au moins 6 mois à l'étranger. Et vous pouvez faire même plus, vous pouvez faire 12 mois, 1 an, enfin 2 ans, 3 ans, toutes vos études à l'étranger parfois. OK? Selon les écoles. Euh, c'est aussi les écoles de commerce, elles sont aussi très professionnalisantes. Et ça, c'est vrai pour les écoles en post-bac ou les écoles post-prépa, hein. C'est très professionnalisant et vous allez être amené à faire quand même beaucoup de stages et à avoir voilà, une grosse, comment dire, une grosse partie de votre apprentissage qui se fera en entreprise. OK? Quand vous faites une école post-prépa, vous faites 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa si vous redoublez, et ensuite vous rentrez en école. Plus vous allez être bon pendant votre prépa et pendant le concours que vous allez passer à la fin de vos 2 années de prépa, ou de vos 3 années de prépa si vous redoublez, plus vous aurez accès à des bonnes écoles. Les meilleures écoles de commerce de France, que sont HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon et EDEC en programme grande école, c'est mieux que ce que vous avez en post-bac. Pour vous donner un exemple, l'IESEG, on peut le classer, on peut le comparer à 6 à 6. Si on comparait aux écoles post-prépa, ça serait numéro 6 à peu près. L'ESSEC en BBA, ça serait comparable à ce qui se fait à l'EDEC, à l'EM Lyon peut-être en termes de qualité des étudiants. OK? Mais du coup, il faut quand même compléter avec une 5e année derrière. Mais donc, du coup, si vous êtes un excellent élève et vous voulez aller dans les top écoles, il faut passer par la case prépa. C'est la voie la plus classique. La prépa, c'est pas pour tout le monde parce que c'est 2 années où vous allez être dans, comment dire, dans beaucoup de stress, beaucoup de travail et beaucoup de compétition. Donc, c'est un rythme très soutenu qui ne correspond pas à tous les élèves, mais c'est très stimulant intellectuellement aussi. Donc, il y a des élèves qui adorent, il y en a qui détestent. Et donc, du coup, je pense que euh, faire une prépa, ça peut être intéressant dans certains cas et dans d'autres, c'est vraiment à proscrire. Et il y a beaucoup d'étudiants qui postulent à la fois pour les écoles post-bac et les prépas. Et quand ils ont leurs résultats sur Parcoursup, parce que pour les concours, enfin pour les écoles, les bonnes écoles de commerce, c'est sur Parcoursup que vous postulez. Et donc en fait, quand vous avez les résultats de vos écoles post-bac et les résultats de vos prépas, vous pouvez ensuite vous dire quel est le meilleur choix que je puisse faire. Donc imaginons que vous êtes pris à l'IESEG et vous êtes pris dans une prépa à côté. Vous pouvez regarder, vous vous dites, OK, dans la prépa où je suis pris, il y a 60% des élèves qui ont obtenu une école top 5 l'année dernière dans ma prépa. C'est les chiffres officiels que vous pouvez trouver. Et ben vous vous dites, OK, j'ai 60% de chance d'arriver à avoir une école plus forte que l'IESEG après ma prépa. Si c'est 25%, bah, vous vous dites, OK, j'ai 75% de chance d'avoir moins bien que l'IESEG. Donc, ça vous permet de ne pas y aller à l'aveugle. Maintenant, même si vous avez une prépa qui est moyenne, si c'est vraiment votre souhait de faire une prépa, ça vaut le coup d'en faire une. De même, si vous avez une prépa même qui est excellente et que vous voulez vraiment pas en faire une, il ne faut pas en faire une. OK? Les écoles de commerce, elles sont privées et donc elles sont payantes. Elles vont coûter environ autour de 15 000 euros l'année, toujours, hein. Enfin, ça va être entre 12 000 et 20 000, hein, et- selon les écoles. Mais c'est, disons, autour de 15 000 euros l'année. Donc, c'est vraiment cher. Pour financer vos études, vous pouvez faire de l'alternance. Vous pouvez faire des prêts étudiants. L'alternance, c'est le top, hein, parce que vous pouvez faire de l'alternance pendant 2 ans en général. OK? Quand vous êtes en alternance, votre entreprise va payer 2 années d'études. Donc, c'est 30 000 euros d'économie, plus vous allez être payé pendant vos études. Donc ça, c'est vraiment top. Et sinon, ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous faites une école de commerce, il faut faire une bonne école de commerce. Parce que rentrer dans une école de commerce, c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut rentrer dans une bonne école de commerce pour pouvoir vraiment rentabiliser l'investissement que représentent les études. OK? Donc ça, c'est hyper important. Le but, c'est pas de rentrer dans une école. Parce que ça, vous y arriverez très facilement. Le but, c'est de rentrer dans une bonne école. Et sinon, ça sert à rien. OK?
Sinon, pour faire des études de gestion, vous pouvez aussi passer par l'université. Donc, vous faites 3 ans de licence et ensuite 2 ans de master. Contrairement aux écoles de commerce, il y a une vie associative qui est beaucoup moins développée à l'université. Il y a beaucoup moins de possibilités d'aller étudier à l'étranger. Il y a beaucoup moins de cours en petit comité. Vous allez plus souvent être en amphi, évidemment. Et ça demande beaucoup plus d'autonomie. Maintenant, c'est gratuit et vous avez des formations de très grande qualité à l'université. Si vous faites autre possibilité que vous avez, c'est de faire un BUT dans un IUT. Donc, vous pouvez faire 3 ans pour avoir une licence et ensuite continuer vos études si vous le souhaitez à l'université en faisant des admissions sur site, en passant d'autres concours. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Après un BUT, vous ne pourrez pas faire des top écoles non plus, il ne faut pas rêver non plus. OK? Et sinon, vous pouvez faire un BTS en 2 ans et vous faites 2 ans et ensuite, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Mais sachez que plus vous commencez dans une formation qui est prestigieuse, plus c'est facile d'aller vers des formations plus hautes. Mais si vous commencez dans une formation qui est assez peu cotée, pour remonter, ensuite, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est beaucoup plus difficile. Le chemin est beaucoup plus sinueux. Donc moi, le BTS, je le recommande que aux étudiants qui sont sûrs de vouloir faire des études vraiment courtes. OK? Et si vous voulez continuer et que vous regrettez, bah, vous aurez la possibilité de continuer après. Bon, j'ai pris bien le temps de tout vous expliquer. Mais je pensais que c'était voilà, peut-être quelque chose d'assez important de faire un point un peu sur tout ça. Euh, bon, comme j'ai pris un peu le temps, je vais vous poser une question dans le chat. Est-ce que le rythme est OK pour vous ou est-ce que c'est trop lent? Si c'est le rythme, il est OK pour vous, voilà, dans le chat, vous mettez juste un petit pouce en dessous de rythme OK, le message que j'ai mis. Si vous voulez que j'accélère ou que je ralentisse, vous me le mettez dans le chat. Bon, OK, rythme est OK. On est bon. Très bien, c'est bon. Je continue sur ce rythme alors. Du coup, si vous voulez faire une bonne école de commerce post-bac, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Il faut passer soit par le concours Accès, soit par le concours Sésame, ou soit par les deux. Euh, Au concours Accès, vous avez 3 écoles seulement, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, et pourtant, c'est un concours qui est très demandé par les étudiants. C'est 8 000 étudiants par an, à peu près. C'est après 12 000 pour Sésame, 12 500 pour Sésame. Pourquoi le concours Access il est enfin, aussi populaire? C'est parce que dans le concours Access, il y a 2 écoles qui intéressent beaucoup les étudiants. Il y a l'IESEG et il y a l'ESCA. Et ces 2 écoles, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont énormément de places dans leur cursus. Enfin, énormément. Il y a 1 200 places à l'IESEG, 1 100 places à l'ESCA. Pour vous donner un titre de comparaison, c'est l'équivalent de 3 écoles pour le concours Sésame. Au concours Sésame, il y a entre 350 et 400 places par école, en moyenne. OK? Donc, au concours Access, vous dites il y a 3 écoles, mais si on regarde le nombre de places, en fait, ça serait l'équivalent de 7 écoles pour le concours Sésame. Et sur ces 7 écoles, il y en aurait 6, donc c'est à l'IESEG x3 et à l'ESCA x3, qui seraient d'un bon niveau, voire d'un très bon niveau pour l'IESEG. OK? Donc, euh, le concours est vraiment particulièrement intéressant, surtout quand on veut faire un programme grande école en 5 ans. Au concours Access, vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématiques. Et après vos épreuves écrites, vous avez des épreuves orales. Les épreuves écrites, c'est le 9 avril, pardon, cette année. Et les épreuves orales, ça vient 2 semaines après. Pour Sésame, les épreuves écrites, ça va être le 8 avril, donc la veille d'Access. Vous avez 14 écoles et 17 programmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les écoles de commerce ne se valent pas. Et les 14 écoles du concours Sésame ne sont pas du tout du même niveau. Il y en a des beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes que d'autres. Donc nous, quand on prépare des étudiants au concours Sésame, en fait, on vise 5 écoles, peut-être. OK? On va viser l'ESSEC, on va viser le M Lyon, on va viser Néomas, Kemal, le M Normandie. OK? Donc, au concours Sésame, vous avez 2 types d'écoles, des écoles en 4 ans et des écoles en 5 ans. Donc, les écoles en 5 ans, c'est ce qu'on appelle les BBA, comme je vous l'ai dit. Et les meilleurs BBA sont au moins aussi bons que les meilleurs programmes grande école, voire plus forts. OK? Vous avez 6 épreuves écrites au concours. On va revenir aussi en détail dessus un peu plus tard. Et comme au concours Accès, vous aurez des épreuves orales après les épreuves écrites. Les épreuves orales, elles se déroulent environ 2 semaines après les épreuves écrites. Et en fait, vous avez passé les épreuves écrites le 8 et le 9, vous aurez les résultats quelque chose comme le 22. J'ai pas le calendrier exactement en tête, mais c'est toujours un peu comme ça. Disons le 22, le 23, vous aurez les résultats. Et ensuite, les oraux, non, les épreuves orales commenceront le lendemain. OK? Vous avez 2 semaines, en gros, entre le temps de recevoir vos résultats, les résultats des épreuves écrites, pour savoir où vous serez admissible à l'oral. Et vous aurez ensuite un oral par école auquel vous êtes admissible. Et si vous êtes admissible aux 14 écoles du concours Sésame, vous n'avez pas passé 14 épreuves orales. Vous allez choisir les 4 5 écoles qui vous intéressent le plus et les autres, vous allez les laisser tomber. Donc, quand on regarde le classement des écoles, il y a 2 classements. Il y a le classement des programmes grande école, le classement des BBA. Ils ne sont jamais mixés, ces classements-là, parce que c'est 2 programmes différents.
j'en profite aussi pour dire que n'est pas dans le classement le programme en 5 ans de Neoma, le programme Théma, qui est un programme qui n'est pas un programme grande école, mais qui est un programme spécialisé dans le digital. C'est un bon programme, intéressant, mais il n'est dans aucun classement parce qu'en fait, c'est pas un programme commerce classique. Ok, c'est un peu plus spécialisé. Euh, donc, quand on regarde les classements, le classement des écoles, des programmes grande école, ça, c'est celui de l'année dernière du Figaro étudiant. Il y a l'IESEG en un. Il n'y a pas de débat pour moi là-dessus. En 2, on a l'ESCA et le M Normandie en 3, c'est d'un niveau très similaire en réalité. Et en 4, on a le MLV qui est vraiment derrière les deux. L'ESCA, ils ont une stratégie différente de l'EM Normandie. L'ESCA, ils ont eu comme stratégie d'ouvrir des campus un peu partout en France, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lyon, etc., pour attirer les talents locaux. Le M Normandie, eux, ils ont eu une stratégie différente. Ils ont ouvert des campus à l'étranger, à Oxford, à Dublin, à Dubaï, à Boston, là où il y a des très grandes universités ou des pôles d'entreprise dans la tech, dans la banque, etc. Le but, c'est de créer un réseau plus international au sein de l'école et d'attirer aussi les profs des grandes universités pour qu'ils puissent donner cours à l'EM Normandie. Donc, par exemple, c'est des profs d'Oxford qui donnent cours aux étudiants qui font l'EM Normandie Oxford. OK? Juste pour information. Euh, Vous avez le classement des BBA. En un, on a l'ESSEC. En 2, dans l'ordre que vous voulez, il y a l'EDEC ou le M Lyon. En 4 et 5, il y a Schema et Neoma. Dans le classement, ils l'ont pas mis dans cet ordre-là, je sais. Mais pour moi, c'est le vrai classement. Je m'explique. D'une année sur l'autre, les classements, ils changent pas mal au final. Et c'est pas des réalités absolues, les classements. C'est pas une vérité, c'est une sainte vérité, ce que vous voyez dans les classements. Le niveau des écoles, en revanche, il ne bouge pas trop d'une année sur l'autre. Ok. On a des longues tendances, mais ça ne bouge pas trop d'une année sur l'autre. On a eu la longue tendance de voir, par exemple, la montée de l'UM Normandie. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis là, que l'UM Normandie monte. Ça a grimpé des places, ça a gagné en notoriété en 10 ans, clairement. On a eu d'autres écoles, comme l'IPAG, par exemple, qui ont leur notoriété qui a beaucoup baissé ces 20 dernières années. Mais dans les faits, d'une année sur l'autre, ça change très peu. Ok. Et donc, moi, ce que je regarde pour voir vraiment le niveau des écoles, c'est le niveau des étudiants qui rentrent dans les écoles et le niveau de satisfaction après quand les étudiants ils sont dans l'école et ils sortent de l'école. Et je peux vous dire qu'en un c'est l'ESSEC, il n'y a pas de débat. Qu'en 2 et 3 il y a l'EM Lyon ou l'EDEC dans l'ordre que vous voulez, et que juste après, c'est Schema et Neoma qui ont des bons billets. Ok. Du coup, quand vous souhaitez enfin, passer, comme vous voyez, hein, j'ai mis là, toutes les meilleures écoles, j'ai pas regardé selon les concours. On voit d'ailleurs la seule école hors concours là-dedans, c'est l'EDEC. Ok. Et c'est normal. Toutes les autres meilleurs BBA vont être dans Sésame et les meilleurs autres programmes grande école, ils vont être dans Access ou enfin dans Sésame en l'occurrence aussi. Ok. Donc, en gros, si vous voulez faire une bonne école de commerce en post-bac, vous n'avez pas le choix, vous passez par les concours Access ou Sésame ou les deux. Pour les épreuves que vous allez avoir au concours, dans les deux concours, vous aurez une épreuve d'anglais. C'est une épreuve où vous aurez des questions de grammaire, des questions de compréhension de texte aussi. Et pour César, vous aurez même un tout petit peu de questions d'actualité du monde anglo-saxon que vous ne trouvez pas dans le concours accès. C'est quasiment le même programme pour les deux concours, mais c'est pas le même format. Au concours accès, vous avez 1 heure pour l'anglais avec 50 questions et 4 propositions. Donc là, je vous ai mis une seule question A, B, C, D. Là, vous voyez, pour accès, c'est une question. Et pour chaque proposition, il faut dire si elle est vraie ou fausse. Donc en fait, il faut répondre à 50 fois 4, 200 propositions. Et comme si c'était pas assez, ils vous ont rajouté ensuite 25 questions au format QCM. OK? Pour César, vous avez 30 minutes pour faire 40 questions d'anglais et 30 minutes pour faire 40 questions de LV2. La LV2, vous avez le choix entre 10 langues différentes, allemand, espagnol, italien, portugais, hébreu, arabe, chinois, etc. Ok. C'est, c'est très, comment dire, l'épreuve d'accès, elle est tellement dense que ça laisse assez peu le temps de réfléchir. Mais en réalité, si vous voulez vraiment progresser pour ces épreuves-là, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour avoir vraiment une bonne note. Il faut avoir des réflexes en grammaire. C'est tout. Il faut avoir des très bons réflexes en grammaire. Et en vous entraînant aussi, vous verrez que c'est toujours les mêmes types de pièges qui retombent. Et donc, nous, pour préparer les étudiants, on la prépa aux épreuves écrites d'accès et de sésame d'anglais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des stages intensifs pendant les vacances, soit en décembre, soit en février, en présentiel ou à distance, au choix. Ils sont 6 parcours, les étudiants, et on revoit toute la grammaire et on s'entraîne sur des sujets complets et on fait de la compréhension de texte. Et en fait, entre le début du stage et la fin du stage, il y a des énormes différences en termes de notes. Ok. Un étudiant qui met du sien vraiment, il peut vraiment énormément progresser. Et il y a des très grosses progressions, alors que l'étudiant ne va pas devenir bilingue en une semaine, clairement. Ok.
mais ça marche de travailler comme ça. Et donc, la bonne méthode, c'est de revoir tous les points de grammaire et pour chaque point de grammaire, s'entraîner sur des questions type des concours, sur ces points de grammaire-là. Une fois que vous avez couvert tout le programme, vous vous entraînez sur des sujets complets. Et ça fonctionne très bien. Euh, Ensuite, vous avez les épreuves. Donc, pardon, la LV2, c'est la seule matière qu'on ne fait pas avec les étudiants. Il y a 10 LV2 différentes, on n'en fait pas des cours de toutes les LV2. Prochaine épreuve, donc c'est pas la même pour Access et pour Sésame, je les ai mis sur la même slide parce que l'illustration c'est la même et que voilà, ça fait, je sais pas, je trouve que c'est plus clair de le faire comme ça, mais en fait, c'est bien deux épreuves distinctes. Au concours Access, vous avez de la synthèse de documents. En gros, en 3 heures, vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc entre 315 et 385 mots, sans utiliser de connaissances personnelles, juste en reprenant des informations qui sont dans les documents. Vous aurez un corpus documentaire d'une douzaine de documents, avec souvent, en plus de 12 documents écrits, enfin texte, vous aurez souvent une image en plus. OK? Les documents sont tous sur un même thème. Imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Et ben, en fait, tous les documents vont parler d'intelligence artificielle. Et donc, votre synthèse va être sur l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que dans les différents documents, il y a plusieurs points importants qui vont être soulevés. Et en fait, c'est ce qui va faire après, ce qui va vous permettre, pardon, de construire vos parties. Les documents, ils ont une certaine hiérarchie. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Ils vous diront pas lesquels, mais c'est à vous de le voir. Et en fait, vous pouvez très bien avoir les documents 2, 3 et 9 qui parlent de la même chose et les documents 1, 5, 8, 10, 12 qui parlent d'autre chose. OK? Mais toujours lié à l'intelligence artificielle. C'est à vous de bien recouper les documents ensuite. Et donc, c'est une épreuve, pardon, rédactionnelle. Pour les étudiants qui sont dyslexiques, dysorthographiques, pardon, pour les étudiants qui sont dysorthographiques, sachez que l'orthographe compte, mais n'est pas ultra pénalisé. Ok, donc si vous faites des fautes d'orthographe, mais si votre synthèse est vraiment très intéressante, et ben au final, vous ne serez pas trop pénalisé pour votre orthographe, vous pouvez avoir des bonnes notes. Tous les ans, on a des étudiants qui ont 20, donc vous pouvez vraiment avoir 20 si jamais vous appliquez bien les consignes et que vous travaillez bien sur le sujet. Et ça arrive vraiment tous les ans et c'est pas quelque chose de rare. Ok, quand on a la bonne méthode et qu'on l'applique bien, on peut vraiment viser des très bonnes notes. Et tout le monde n'a pas 20 évidemment, mais c'est quelque chose voilà, qui est assez, qui est pas rare, quoi. OK? Pour César, vous avez de l'analyse documentaire. L'analyse documentaire, ça dure 2 heures. Contrairement à ce qui est écrit dans les slides, il y a plutôt 25 documents textuels et il y a une dizaine, voire une quinzaine d'illustrations en plus. OK? C'est très très gros comme corpus documentaire, ça fait plutôt dans les 35 pages. OK? En 2 heures, ça fait un sacré morceau d'information. Contrairement au concours Access, ou Accès, on peut dire on peut dire les deux, au concours Sésame, les documents sont organisés. OK? Donc vous allez avoir, si c'est sur l'intelligence artificielle, vous allez avoir une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, qui est déjà séparée, avec des documents dans la première partie, des documents dans la deuxième partie, des documents dans la troisième partie. Vous aurez la bibliographie à la fin, enfin vous aurez un sommaire aussi. Et donc du coup, ça vous aide vraiment à vous repérer dans les documents, tout ça. Et contrairement au concours Access, vous n'allez pas rédiger une synthèse cette fois-ci, mais seulement répondre à des questions au format QCM. Et donc, c'est pas du tout la même méthodologie parce que là, c'est vraiment de la recherche d'informations, de la compréhension. OK? Et de l'analyse, en fait. Ça s'appelle l'analyse documentaire, c'est pas pour rien. Vous avez 3 types de questions en analyse documentaire. Des questions de repérage. C'est là, il faut juste trouver l'information directement dans les textes, c'est plus facile. Vous avez des questions d'analyse. Les questions d'analyse, là, vous pouvez avoir plusieurs réponses correctes. C'est beaucoup plus dur, ça vaut beaucoup plus de points. Et en fait, les bonnes réponses peuvent se trouver dans plusieurs questions, dans plusieurs textes, pardon. Et vous avez des questions de synthèse. Ils ont rédigé une synthèse pour vous, mais c'est à vous de trouver la problématique, de trouver le titre des parties et de remplir les trous qu'ils ont laissés dans la synthèse. Et tout est une question, pour cette épreuve-là, de méthode, de gestion du temps et de nuance. OK? Donc c'est vraiment une épreuve de compréhension et ça se travaille aussi très bien d'un point de vue méthodologique. Pour travailler la synthèse comme pour l'analyse documentaire, on le fait aussi sous la forme de stage intensif en groupe de 5 à 8 personnes, ok, maximum, en présentiel ou à distance. À la fin des stages intensifs, comme on est en petits effectifs, les profs ils me font tous un débriefing complet sur comment ça s'est passé pour l'étudiant dans toutes les matières, ses forces, ses faiblesses, l'appréciation générale et ce qu'il doit continuer de travailler après le stage. Et moi, j'envoie ce débriefing aux parents, aux étudiants, et je conseille aux étudiants des exercices à faire sur la plateforme qu'on met à disposition des étudiants pour qu'ils puissent continuer de progresser après le concours. Après, pardon, le stage. OK? Ensuite, on a pour Access, pardon, la partie raisonnement logique et mathématique, c'est la dernière épreuve. La partie raisonnement logique et mathématique, c'est assez différent de ce qui se passe au lycée. Il y a quelques parties qui se recoupent avec le lycée et d'autres qui sont différentes. C'est 50-50.
C'est l'épreuve la plus importante du concours Access parce que pour l'ISEG et pour l'ESCA, c'est 45% de la note. OK? Euh, c'est Ça, pour le coup, ça se travaille dans le temps. Ça ne se travaille pas en stage intensif. En fait, si vous faites une semaine de stage de maths et que vous êtes moyen en maths, à la fin, vous serez toujours moyen. OK? Ça renforce un petit peu un stage de maths. Mais les maths, ça se travaille dans le temps. Et c'est trop dense de travailler ça sur une semaine. Donc, nous, on propose plus de stage intensif de maths. On le faisait avant. C'est juste que les étudiants qui faisaient des cours hebdomadaires avaient des meilleures notes. Donc, on a gardé que ça. Donc, si vous voulez préparer les concours avec nous, vous aurez forcément des cours hebdomadaires pour Access de raisonnement logique et mathématique. Et c'est de janvier à mars, vous avez 2 heures par semaine, les samedis de 14 heures à 16 heures. Au programme du raisonnement logique et mathématique, vous avez d'abord le raisonnement logique. Le raisonnement logique, c'est différent de ce qui se passe au lycée. Ça va être des petits casse-têtes, enfin des problèmes en fait, ça va être des problèmes qui vont faire appel à des notions qui sont parfois en dehors de ce que vous avez au lycée. Non pas que vous puissiez vous en sortir euh, sans les notions, vous pouvez vous sortir sans connaître les notions liées à ce qui se fait en raisonnement logique, mais en fait, avoir des techniques, ça vous aidera à répondre de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc là, je vous ai mis un exemple de question, vous pourrez le voir chez vous si vous voulez en regardant les slides quand je vous les enverrai demain. Essayez de le faire avec vos connaissances de terminale, c'est très compliqué. Et ça tombe quasiment tous les ans, ce type de question. C'est une question d'anal d'ailleurs, celle que je vous ai mise. En fait, euh, il faut, pour résoudre ça de manière efficace, faire un diagramme de Venn, et ça, c'est hors programme. Et donc, on vous apprend plein de techniques qui vous servent tous les ans pour résoudre toutes les questions. Diagramme de Venn, les logigrammes, comment on fait avec les questions de menteur-vérité, comment on fait avec la double proportionnalité, les questions de calendrier, les questions de vitesse distance étant, etc. Des types de questions que vous ne travaillez pas au lycée. OK. Ensuite, vous avez une deuxième partie, la partie mathématique. Pour la partie mathématique, ça va être sur le programme de maths complémentaires sans les suites et sans les limites. Juste pour info, si vous n'avez pas fait les maths complémentaires ou l'aspect maths au lycée, je ne vous prends plus dans la prépa pour le concours Access. On le fait pour les étudiants qui s'inscrivent très très tôt dans l'année, mais là c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Non pas que ça soit impossible, mais c'est que ça va être beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de souffrance pour un résultat qui n'est pas sûr. Or, j'ai pas envie de conduire des étudiants dans l'échec parce que en fait, c'est pas ce qui est le plus adapté pour eux. Donc, je préfère être clair avec vous. Peut-être il y a des prépas qui vous diront non, on vous prend. Moi, je ne prends pas ce type de profil à ce stade-là de l'année parce que j'aime travailler dans le temps, j'aime travailler voilà, de manière euh, organisée et comment dire et bien planifiée. Et en fait, là, on est trop short, selon moi. Et ensuite, vous avez les problèmes. Donc, pour les problèmes, vous avez 5 questions avec 4 propositions aussi. Et donc, c'est des vrais-faux, tout ça, hein. Donc, il n'y a pas de rédaction. D'ailleurs, les exercices de mathématiques ils sont plus durs d'un point de vue calculatoire que ce que vous avez au lycée. Mais par contre, il y a zéro rédaction. OK? Donc, nous, on ne travaille pas du tout en rédaction avec vous. Mais ce qu'on fait en maths, du coup, ça vous aide aussi pour le lycée dans la partie 2. Et donc, pour le problème, vous allez aussi faire appel à des notions mathématiques de terminale, mais vous allez surtout devoir utiliser des notions que vous n'avez jamais vues et que vous n'êtes pas censé connaître. OK? Et donc, tous les ans, c'est des nouvelles notions qu'ils intègrent. Euh, Ça peut être des notions mathématiques qui ne sont pas au programme de terminale, ça peut être des notions d'économie, des notions de finance. En fait, on va vous expliquer comment utiliser la notion et ça sera à vous ensuite d'appliquer ce qu'on vous a expliqué, et donc avec les données du problème, et d'interpréter les résultats. Donc c'est vraiment des questions de compréhension, en fait, et de raisonnement mathématique. Je trouve ça super intéressant. C'est très différent de ce qui se fait au lycée aussi. Mais en fait, là, le but, justement, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber, c'est essayer de s'habituer à cette gymnastique intellectuelle de euh, comprendre ce qu'on fait et analyser les résultats derrière. OK? Analyser ces résultats. Et donc, pour se préparer au problème, le but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber, mais en fait, c'est s'habituer à cette démarche intellectuelle et c'est comme ça qu'on entraîne les étudiants. Si vous arrivez à le faire à l'entraînement, vous arriverez à le refaire en examen. On va continuer. Du coup, pour la partie pour Sésame. J'ai mis sur la partie raisonnement, maths, français, compétences digitales. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est les cours hebdomadaires qu'on fait pour Sésame. Donc cela, pour le coup, c'est les dimanches de 11h15 à 13h15. OK? En maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Ça n'a rien à voir avec les maths de lycée. Si vous êtes en STMG, si vous avez arrêté les maths, c'est pas un problème. Vous n'avez même pas de désavantage par rapport à quelqu'un qui est en spé maths, voire en maths experte.
Ok? C'est tellement différent que ça vous posera enfin, ça posera pas de problème. Je vous donne un exemple de question pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi le, comment dire, la manière de faire en maths, le type de question, pardon, en maths. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h, donc à l'aller, et au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Alors, je vous laisse 15 secondes pour méditer sur cette question. Donc, allez, trêve de suspense. Là, on va avoir 80% des étudiants minimum qui va répondre la réponse C, qui est la mauvaise réponse. En fait, quand on va 1 heure à 25 km/h à l'aller, 1 heure à 100 km/h au retour, on fait bien du 62,5 km/h. Le seul problème, c'est que c'est un trajet aller-retour. Donc, si mon trajet il fait 100 km, à l'aller, vu que je vais à 25 km/h, je mettrai 4 heures, et au retour, je mettrai 1 heure. Donc, du coup, j'aurais fait 200 km sans à l'aller, sans au retour, en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. Donc, ma vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h. Réponse A. Voilà, c'est le type d'exercice que vous pouvez avoir. Vous voyez, c'est pas méchant, mais ça demande une petite gymnastique, une petite réflexion. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de questions qui peut tomber, il est fini. Le programme, il est assez clair. Et donc, du coup, nous, on travaille tout le programme de maths avec vous et vous allez voir tous les types de questions qui peuvent tomber, dont ce type de questions-là. En français, vous aurez 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être des questions d'orthographe, beaucoup, de grammaire, quelques questions de vocabulaire, euh, comprendre comment dire, de la signification d'une expression ou d'une locution latine, ou alors trouver un antonyme ou un synonyme d'un mot. Ok, ça c'est possible aussi. Et vous aurez aussi des questions de littérature, par exemple, sur les figures de style, sur les courants littéraires, sur les auteurs. Ok? Et enfin, la dernière matière, c'est les compétences digitales. Ça ressemble un petit peu à ce que vous faites dans la formation PIX. Vous allez avoir des petites questions sur les algorithmes. Donc, il y a pas mal, en fait, des questions sur les algorithmes, des questions sur les bases de données, des questions sur les formules dans les tableurs, comme Excel, des fonctionnalités avancées pour des logiciels de traitement de texte comme Word ou des logiciels tels PowerPoint. Vous aurez comprendre les menaces un peu que vous puissiez avoir en ligne, donc les virus, les chevals de Troie, etc. Comprendre comment fonctionne un ordinateur, les règles de bonne conduite sur Internet, etc., etc., etc. L'impact environnemental d'Internet, enfin voilà, ce genre de choses-là. Ok. C'est assez complet, c'est assez différent de ce qu'on fait au lycée, mais par contre, c'est hyper utile, même dans le supérieur. On apprend des choses vraiment utiles. Et enfin, vous avez la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains. Donc, c'est au concours Sésame que vous avez ça, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Donc, la seule manière de bien travailler les enjeux contemporains, c'est de le travailler dans le temps. Nous, on travaille aussi entre janvier et mars, c'est 8 séances. Et les dernières séances, elles sont fin mars forcément. Donc, c'est pas toutes les semaines, hein. Mais les dernières séances, elles sont fin mars pour permettre aux étudiants d'avoir tout le programme qui a été fait. On ne peut pas le faire en stage intensif, sinon, déjà, ça serait trop dense. Et en plus, il nous manquerait toute une partie du programme si on faisait en décembre ou en février. OK? Parce que ça va jusqu'à fin mars. Au concours accès, vous n'avez pas d'épreuve d'enjeu contemporain, mais tout ce qu'on voit en enjeu contemporain, c'est utile pour le concours, pour les épreuves orales. Donc, du coup, un étudiant qui prépare avec nous le concours accès, on lui donne accès aussi au cours d'enjeux contemporains et aux fiches de révision. OK? Parce qu'il y a plein de fiches de révision qu'on vous donne, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? C'est impossible de couvrir tout ce qui tombe en enjeu contemporain. Vous voyez, avec la préparation qu'on fait, on arrive à couvrir en moyenne 80% des questions qui tombent au concours. Toujours 20 questions, 20% qu'on ne peut pas anticiper parce que, en fait, euh, c'est trop large comme sujet. Donc, souvent, sur 40 questions, on en a vu 30, 32, 34. OK? En cours. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Première possibilité, l'application Concours Sésame. L'application Concours Sésame, je vous invite à la télécharger, elle est très très bien faite, mais ça manque cruellement de données. C'est aussi parfois beaucoup plus facile que ce qui tombe en vrai. Notamment en mathématiques, il y a plein de questions qui sont plus faciles que ce qui tombe en vrai. Et d'une année sur l'autre, le niveau d'ailleurs de l'épreuve de maths, il varie pas mal. L'épreuve de maths, elle était assez, comment dire, elle était plus facile que d'habitude l'année dernière, elle était plus dure l'année d'avant. OK? Et donc voilà. Donc fais attention, le programme de maths, il a changé récemment, il a changé il y a 2 3 ans. Il y a 3 ans, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a 2 3 ans. Bref. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ils ont plein de questions qui vous posent aussi, qui ne sont pas des questions d'anal, mais qui sont franchement plus faciles que ce qui tombe en vrai.
Quand vous faites des tests, hein, vous voyez, sur l'application du concours, c'est des tests de 10 questions. Vous faites 10 questions, vous allez avoir des réponses qui vont être bien expliquées. Vous refaites une série de 10 questions derrière, vous allez voir, il y a 2, 3, 4 questions qui sont déjà tombées dans la série précédente. Donc ça manque vraiment de données, mais c'est bien pour s'entraîner dans son lit le soir. Pour le site Access, vous avez les annales, enfin pour le concours Access, pardon, vous avez les annales qui sont téléchargeables sur le site du concours Access. Je vous invite vraiment à les télécharger, même dès maintenant pour regarder à quoi ça ressemble. Faut pas stresser si vous arrivez à pas faire grand-chose, c'est normal. Vous n'êtes pas censé savoir les faire au mois de décembre. Euh, vous verrez que c'est assez technique hein, quand même, ce qu'il y a dans le concours, c'est normal. Et qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? Ah oui, les corrections ne sont pas détaillées, donc du coup, vous allez un peu galérer avec les corrections. J'ai eu l'autorisation du concours Access là, cette année pour faire des corrections détaillées en vidéo. On ne les a pas encore faites, mais on les mettra en ligne dans l'année sur notre site. Et donc, du coup, ce sera possible de s'entraîner sur le site de Prépa Campus et d'avoir des corrections détaillées des annales. OK? Il y a des livres aussi qui existent, je vous les recommande assez peu au final. C'est mieux que rien si vous vous préparez tout seul, mais c'est vraiment quand même, c'est vraiment pas à jour en fait. Et donc du coup, c'est vraiment différent des concours. Il y a quelques petites choses qui sont vraiment réutilisables enfin, il y a quelques trucs qui sont assez bien faits dans les parties cours. Vous pouvez utiliser des choses, mais ça reste quand même très loin de la réalité. En fait, ça fait 15 ans que les livres, ils changent le numéro de l'année tous les ans, mais que les questions et la partie cours, elles ne changent pas. Et donc, c'est une super machine à fric, c'est bien. Mais par contre, ça ressemble plus du tout au concours. Et on remarque même, pour moi qui suis dans le milieu depuis 10 ans et qui prépare aussi à d'autres concours, qu'il y a des exercices qu'on va retrouver pour le concours Sésame qu'on retrouvera dans d'autres livres sur le Taj Mahal, par exemple. Or, le programme, c'est pas du tout le même. Jadis, il eut un temps, il y avait des ressemblances, mais c'est plus du tout le cas maintenant. OK? Pour le grand manuel du concours Access, c'est pareil. Si on y a la Bible du concours Sésame aussi et la Bible du concours Access, pareil, il y a des petits tests, c'est mieux que rien, mais c'est pas, c'est à côté de la plaque. OK? Et je préfère encore le grand manuel à la Bible sur ces concours. Sinon, vous pouvez aussi suivre des comptes Insta pour vous entraîner. BBC Learning English, c'est très bien quand vous êtes dans votre lit pour faire des petites questions d'anglais. Ça vous aidera vraiment à progresser. Pour les actus, il y a Hugo Decrypt, c'est très bien. Pour la partie raisonnement sur le site de prépa, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a des astuces. Et en fait, tous les jours aussi, on pose des questions d'anglais et on poste les réponses. Et on poste aussi une actualité tous les jours. Comme ça, voilà, ça vous fait quand même une bonne liste d'actualités pour les concours. Et on fait des fiches sur les écoles très poussées qui vous permettent vraiment de mieux connaître les écoles. Ça vous aide à faire votre choix d'école, mais ça vous aidera aussi pour les préparations, enfin pour les épreuves orales. OK? Et sinon, il y a Ed Academy, c'est plutôt une chaîne YouTube, c'est pas spécialisé sur les concours, mais c'est très bien fait, vous pouvez apprendre des choses qui sont vraiment très intéressantes et utiles pour les concours sur la chaîne YouTube d'Ed Academy. Sinon, pour les étudiants de la prépa, en fait, nous, on vous met à disposition une plateforme où il y a des milliers d'exercices qui sont tous à jour et enfin, qui datent de l'année dernière ou il y a 2 ans ou de cette année. On met tout à jour tout le temps. Il y a des vidéos de cours en fait pour tous les chapitres qu'on a vus enfin qu'il faut connaître. Et pour chacune des vidéos de cours, et donc pour chaque chapitre, en fait, on fait des fiches d'exercice sur le chapitre avec des corrections détaillées en vidéo et avec des corrections PDF. Euh, vous aurez aussi des fiches de révision hein, pour les différents cours et vous avez aussi des sujets complets avec des exercices corrigés. Et pour les cours hebdomadaires, si vous ratez un cours, oui, on met aussi en ligne le replay des cours. En fait, c'est des cours live qui sont participatifs, hein, mais on les enregistre quand même. Et comme ça, un étudiant qui est malade, qui a raté un cours ou quoi, il peut le récupérer en replay. Et donc, si vous souhaitez vous préparer au concours avec nous, ça coûte 1490 euros se préparer à Sésame ou Access. Et si vous faites les deux, j'ai oublié de mettre le prix, c'est 2490 euros. Dans les préparations, c'est que des préparations aux écrits. On fait les préparations orales, mais elles sont en supplément. Donc, je tiens à vous le dire. Pour les préparations orales, en fait, on en reparle en mars et c'est en avril qu'on les fait parce que les étudiants qui se préparent aux oraux avec nous, ils ont 100% de réussite à l'oral. OK? Donc, on ne s'inquiète pas de l'oral, on s'inquiète des écrits. C'est sur les écrits qu'on doit vraiment performer. Et après, quand on a passé ces preuves écrites, là, on se prépare à l'oral. On fait des préparations individuelles parce que c'est le seul type de préparation qui marche bien, parce qu'il faut faire quelque chose de personnalisé hein, pour les oraux. Et les étudiants en terminale, donc je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent là, vous n'êtes pas toujours les plus autonomes et les plus rigoureux pour faire les choses tout seul. Et donc, du coup, c'est bien que vous soyez toujours avec un prof qui va construire le profil avec vous et qui va faire en sorte que tout soit clean dans ce que vous avez préparé. Euh, un étudiant à l'aise à l'oral, il lui faut 3 séances pour préparer. Pour un étudiant qui a des difficultés, il lui en faut 5. On vise vraiment 18, 19, 20 à l'oral. Ça coûte 120 euros la séance, c'est des séances d'1h30 à 2 heures, et c'est avec des profs qui sont jurés d'admission en école ou en prépa.
Euh, Et donc, du coup, voilà, si vous voulez vous préparer à l'oral avec nous, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est un budget en plus à prévoir de, par exemple, 360 euros si vous faites les trois séances. OK? Donc, dans la préparation Sésame, il y a les cours hebdo. Vous êtes 25 parcours pour les cours hebdo qui sont lieu le dimanche de 11h15 à 13h15. Et l'anglais et l'analyse documentaire, vous choisissez entre décembre et février. En février, on propose les vacances de toutes les zones. OK? On m'a demandé plusieurs fois cette année aussi si on, c'était les mêmes, si on proposait les dates des écoles juives, pardon, en mois de février. Et la réponse est oui. Euh, Parce que c'est les mêmes dates en fait que sur la zone A ou A, je crois. Et donc on propose les dates de la zone A. Et donc vous avez les 8 cours d'enjeux contemporains. Pour Access, à la place d'analyse documentaire, vous avez la synthèse. Et à la place des cours le samedi, le dimanche, pardon, vous avez des cours le samedi. Et si vous faites Access plus Sésame, la charge de travail, c'est 4 heures par semaine, plus les stages et le module d'enjeux contemporains. Sachez qu'on ne donne pas de devoirs entre les cours. Le seul moment où on donne des devoirs, c'est le dernier mois avant le concours pour mettre les bouchées doubles. Mais tout ce qu'on fait en cours, avec des profs, avec le suivi qui va avec, ça permet d'avoir un excellent niveau. Et donc, c'est déjà une préparation qui est assez costaud. Comme je vous l'ai dit, il y a un suivi personnalisé des étudiants. Donc, le suivi, c'est avec moi. C'est moi qui vais vous aider à faire vos dossiers sur Parcoursup. Donc, je fais une conférence où je vous explique tout ce qu'il y a à faire sur Parcoursup. Je corrige vos lettres de motivation. Si vous avez des questions sur le choix des écoles, on prend un rendez-vous ensemble et je le fais avec vous. Si vous avez des questions sur les cours, vous avez les numéros perso de tous vos cours, de tous vos profs, pardon, à qui vous pouvez poser vos questions en dehors des cours. Et si les profs détectent qu'un étudiant a des difficultés en mathématiques, c'est moi qui prends les étudiants en dehors des cours pour leur expliquer les choses qu'ils n'ont pas compris. Et les étudiants peuvent aussi me solliciter par ailleurs, et je ne fais pas payer ça. C'est admissible ou remboursé. L'année dernière, on a tous nos étudiants qui ont eu un de leurs trois premiers choix. Et on a eu 25% de réussite à l'ESSEC. C'est 8% la moyenne nationale, sachant que le dossier compte pour 30%. Et que ceux qui ont eu l'ESSEC, ceux qui ont les meilleurs dossiers avec les meilleures notes au concours. Donc si vous avez moins de 13,5, 14, c'est quasiment impossible d'avoir l'ESSEC. Euh, pour l'EM Lyon, on a eu 91% de réussite. Pour toutes les autres écoles de Sésame, c'était quasiment 100%. Et pour les écoles du concours Access, l'IESEC, on a eu 65% de réussite, l'ESCAR 97% et l'ESD 100% l'année dernière. OK? Donc, ça, c'est les avis. Je n'ai pas mis à jour la slide. Bref, tant pis. Tapez juste Prépa Campus sur Google. Tapez juste Prépa Campus sur Google et vous pourrez voir juste les avis. Moi, j'en suis très fier, c'est pour ça que je vous le dis. Et vous pouvez dérouler les avis. Il y a plus de 140 avis et c'est que des 5 sur 5. Euh, Si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, il faut prendre rendez-vous avec moi. Toutes les préparations, elles se font après, enfin, toutes les inscriptions se font après un rendez-vous. On limite le nombre de places dans la prépa parce que c'est moi qui suis les étudiants. On se limite à 250 étudiants par an. On est aujourd'hui à plus de 215. OK? Donc les inscriptions elles vont être encore ouvertes pendant peut-être 2 semaines et demie. Et après, ce sera terminé. Si vous êtes en première et que vous êtes intéressé par nos préparations, vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente. Et en fait, vous avez accès, dès le mois de juin, en fait, on ouvre les inscriptions et vous avez accès à une option favorable. Et on vous envoie juste un SMS en fait à l'ouverture des inscriptions et puis c'est tout. OK? Donc, vous pouvez juste scanner le QR code de la liste d'attente et ensuite, bah voilà, ce sera bon. Juste, on a créé un simulateur aussi qui vous permet de savoir un petit peu quelles sont les écoles de commerce auxquelles vous pouvez prétendre si jamais, enfin en fonction de vos notes. Et donc, du coup, je vous mets dans le chat le lien du simulateur. Je vous l'enverrai aussi dans le mail demain. Mais si vous voulez le remplir et jouer un petit peu avec et voir un peu ce à quoi vous pouvez prétendre, bah, vous pouvez juste travailler enfin, vous pouvez juste voilà, utiliser le simulateur juste là. Ok. Donc, du coup, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai mis 45 minutes au lieu de 40, promis. Mais par contre, je prends le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai l'expérience des conférences et je sais que quand le premier se lance, ensuite tout le monde se lâche. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos premières questions. Vous pouvez parler de vos cas personnels et puis ensuite, je prendrai le temps d'y répondre. Là, j'en profite, je vais vous poser moi une question avant. Excusez-moi, c'est par écrit ou à l'oral les questions? Non, vous pouvez les poser dans le chat. Ah oui, ok. Dans le chat, c'est bien. Moi, j'ai une question. En fait, on a regardé un peu les autres prépas. Ce que vous faites, ça me paraît hyper complet et hyper personnalisé. Donc, je comprends pas comment vous affichez des taux d'admission à l'IESEG un peu moins que les autres. Est-ce que les autres gonflent leurs résultats ou est-ce que vous prenez des élèves peut-être
qui ont un peu moins bon dossier à la base? Comment ça se Alors, il y fait? a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les résultats, ils sont pas vérifiés ils sont pas vérifiés, en fait. Mhm. Donc, en fait, les prépas, elles peuvent afficher un peu ce qu'elles veulent. Et donc, du coup, quand les prépas elles font leur stats, elles disent ce qu'elles veulent. Nous, ce qu'on fait pour faire nos statistiques, c'est que j'envoie, juste avant les inscriptions, juste avant, pardon, les concours, j'envoie un mail aux étudiants et aux parents pour leur demander c'est quoi le top 3 des choix qu'ils veulent. Et j'envoie un mail, j'envoie un autre formulaire juste après les résultats pour demander c'est quoi les écoles dans lesquelles ils ont été admis. Et ensuite, c'est à partir de là que nous, on fait nos stats. Maintenant, chacun fait comme il veut. Après, sur la sélection des étudiants, on ne sélectionne pas les étudiants sur leur dossier ou sur leurs notes, on les sélectionne sur leur motivation. La seule chose que je fais à partir de, pour les préparations qui commencent en janvier, c'est que je ne prends plus d'étudiants qui ne font plus de mathématiques au lycée pour le concours Access. Et ça, c'est important. Et il y a une autre sélection que je fais aussi, pardon, c'est que euh, si un étudiant, par exemple, il a 8 de moyenne, ou enfin 10 de moyenne, même 12 de moyenne, et qui me dit, moi, je veux aller absolument à l'ESSEC, il n'y a que ça qui m'intéresse, je vais lui dire, écoute, ça me semble pas possible, ça me semble pas, comment dire, être réaliste. Mhm. Et donc, du coup, je préfère ne pas travailler avec toi. Et donc, ça, on le fait aussi. On le fait pour de vrai. Et donc, du coup, en termes de résultats, si vous regardez, en fait, ce qu'il faut comparer, enfin, si vous voulez comparer les résultats qu'on a, ça serait avec les moyennes nationales. En fait, vous pouvez comparer. Et en fait, par exemple, pour les SEC, on a 3 fois plus. Pour le Lyon, c'est entre 40 et 45% des résultats sur Parcoursup d'admission. Nous, on a 91%. Sur l'IESEG, c'est à peu près dans les 30-35%, je crois, les résultats nationaux. On est à 65. Et ça, c'est un titre voilà, qui vous permet de comparer, de savoir euh, là où vous pouvez vous situer. Et je dirais et parmi les prépas, je dirais qu'il y a une prépa qui fait exception. C'est qui a un profil très différent des autres prépas, c'est My Prépa, parce qu'en fait, My Prépa, il prépare historiquement que aux prépas après le bac. OK? Et ils prennent certains étudiants de leur prépa pour faire aussi les concours en terminale. Et donc, eux, ils ont un profil d'étudiants qui est de très bon niveau en général dans leur classe, mais ils ont très peu d'étudiants dans leur classe. Ok. En fait, par exemple, l'année dernière sur Access Sésame, je parlais avec leur directeur, ils ont eu 25 étudiants l'année dernière sur Access. Mhm. Ok. Là, où nous, on était à 100. On était à 90 D'accord. sur Access. Et sur Sésame, on était autour de 140. D'accord. Ben, j'ai une autre question Ouais, bien sûr. s'il y en a encore Allez-y. d'autres. Juste les 10 heures de préparation de la synthèse, l'épreuve, c'est celle qui me paraît le plus compliqué dans ce que vous avez décrit. Est-ce que 10 heures de préparation, ça suffit? Et si ça ne suffit pas, est-ce que vous pouvez refaire des sessions avec les élèves qui vous semblaient pas tout à fait prêts à la fin de la semaine ou... Alors, en fait, voilà comment on s'organise. Déjà, c'est pas forcément l'épreuve la plus dure, sincèrement. Moi, je trouve que l'épreuve la plus Enfin, je trouve pas que ça soit plus dur que l'anglais et que les mathématiques, la partie raisonnement logique et mathématique au concours. Donc, au concours Access, en tout cas. Donc, ça dépend du profil de l'étudiant, mais c'est pas nécessairement la partie la plus dure. Après, pour être vraiment performant sur la synthèse de documents, en fait, c'est une question de méthodologie. Et en général, au bout de 10 heures, les étudiants, ils ont vraiment gagné en niveau. Et donc, à la fin de la semaine de stage de synthèse, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un débriefing à l'étudiant et on lui conseille des exercices pour continuer de s'améliorer. Et sur notre plateforme, en fait, on a des exercices ciblés pour travailler sur comment faire des plans, sur la rédaction, sur la prise de notes, etc. Et en fait, les étudiants, quand ils veulent s'entraîner et rédiger des synthèses, ils ont le numéro perso de leur prof. Et en fait, ils peuvent envoyer leur synthèse à leur prof et les profs les corrigent. Et ça, c'est en dehors des stages. Et ça, ils peuvent le faire autant qu'ils le souhaitent. Et donc, du coup, en fait, c'est comme ça qu'on va continuer de travailler après le stage sur cette partie-là. D'accord, ok. Merci beaucoup, c'est très clair. Pas de problème. Alors, Béatrice a posé une question. Ma fille est en première et son rêve est de faire le bibier de l'ESSEC. Elle a comme spécialité maths, SES et LLCE avec 16,7 de moyenne. Est-ce qu'elle peut changer l'aspect maths pour les maths complémentaires, sachant qu'elle a 20 de moyenne pour le moment en LLCE, ou est-ce qu'elle garde l'aspect maths et laisse soit LLCE, soit SES? En fait, elle pourrait réussir l'ESSEC en gardant complètement maths complémentaires. Maintenant, quand je regarde les stats de l'ESSEC vraiment en détail, ce que je remarque, c'est qu'ils aiment bien les profils qui font l'aspect maths. OK?
Donc, si votre fille, elle a 12-13 en maths et qu'elle a 17-18 en SES, vaut mieux garder SES et LLCE. Mais si elle est bonne en maths, dans ce cas-là, bah, je pense que c'est bien de garder les mathématiques. Voilà. Je pense que ça peut vous être bénéfique. Maintenant, si elle passe en maths complémentaire, ça ne posera pas vraiment de problème. Enfin, je veux dire, ça ira quand même. OK? Mais voilà, vous voulez un conseil, au moins je me prononce sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui, je vous en Oui, prie. bonjour Nicolas. Tout d'abord, merci pour cette présentation très claire. Une petite question concerne du coup à partir de quand, j'ai pas bien compris à partir de quand se mettait en place du coup cette préparation. Est-ce que c'est à partir de janvier, c'est tous les ans à partir de janvier? Voilà, moi ma fille est en première actuellement, donc c'est plutôt pour l'année prochaine. Mais à partir de quand tout ça se met en place? Ou est-ce que à partir de septembre, ou c'est beaucoup trop tôt? Enfin voilà. Non. En fait, pour les étudiants qui s'inscrivent en temps et en heure, enfin qui s'inscrivent tôt, les préparations, elles commencent en novembre. OK? Et donc, c'est pas cette préparation exactement là que vous ferez, mais c'est la préparation qui commence en novembre et qui a des horaires de cours qui est plus flexible, avec des horaires de cours plus flexibles. Maintenant, cette préparation aujourd'hui, elle est déjà complète et surtout, elle a commencé il y a 5 semaines. Donc, pour un étudiant qui souhaite s'inscrire maintenant, il n'est pas vraiment en retard. En fait, commencer en janvier, c'est un bon timing. Mais plus on commence tôt, entre guillemets, plus on est à l'aise. Et après, il ne faut pas non plus épuiser les étudiants. Donc, commencer en septembre, c'est trop tôt. Commencer en novembre, c'est vraiment génial. C'est tôt, mais c'est vraiment très large et c'est parfait. Et commencer en janvier, ça nous permet aussi d'avoir de très bons résultats et ça pose aucun problème. Et donc, du coup, l'idéal de l'idéal, c'est de commencer une préparation en novembre, c'est là où on est le plus flexible, en fait. Mais sinon, quand vous êtes début décembre, dans ce cas-là, bah, vous faites une préparation qui commence en janvier, c'est très bien aussi. Et ça vous permet, en fait, de ne pas commencer avec du retard, mais ça va être un tout petit peu plus intensif sur les week-ends, c'est tout. D'accord. Les coûts sont fixes, du coup, commencer Alors, en novembre, c'est le même coût que commencer en janvier? non, c'est d'autres groupes, c'est d'autres cours. En fait, on propose des cours du lundi au dimanche pour ceux qui commencent en novembre. Et vous avez la possibilité de faire plusieurs cours dans la semaine si vous le souhaitez. Et donc, c'est une autre organisation en termes de cours. Si D'accord. vous le souhaitez, je peux vous envoyer dans le chat. euh, En fait, on met ça sur un site annexe, la préparation en septembre, qui commence en novembre, pardon, pour ne pas que les étudiants puissent s'inscrire après le début de l'année. Mais si vous voulez, je peux vous mettre dans le chat le lien vers le détail complet de la préparation qui commence en novembre. OK? Très bien. Donc, pour des élèves actuellement en première, donc l'année prochaine en terminale, commencer en novembre est le bon timing. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, faut vous mettre, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur la liste d'attente 2026-2027, là, en ce qui est dans le QR code. Et ensuite, je vous enverrai juste un SMS au moment de l'ouverture de l'inscription. Et là, on prendra un rendez-vous téléphonique où je vous expliquerai tout bien. De toute façon, tout sera expliqué hein, sur le site. Et je vous enverrai le lien avec les explications avant de prendre rendez-vous. Mais on prend un rendez-vous et là, après, je vous explique comment ça fonctionne et comment on peut s'organiser dans la préparation. Très bien. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je suis content que ça vous ait intéressé. Je vois que ça a l'air d'être bon. Bah, si je reste là encore quelques minutes, hein, bah, si vous avez besoin. Alors, vaut-il mieux faire un BBA ou une année et une année ou un programme en 5 ans? Moi, euh, ce que je vous conseille, c'est de faire ce qui est enfin, de faire le meilleur programme possible. Et donc, si le meilleur programme que vous avez, il est en 4 ans, vous faites le programme en 4 ans. Si vous avez le meilleur programme que vous avez, il est en 5 ans, vous le faites en 5 ans. Et donc, du coup, la plupart du temps, en fait, comment dire, les étudiants, ils n'ont pas une préférence entre BBA et programme grande école.
OK? Et donc, vous avez des BBA qui sont meilleurs que des programmes grande école, des programmes grande école qui sont meilleurs que des BBA. Et donc, il faut faire la comparaison pour savoir lequel prendre. Et je ne pense pas que ça soit mieux de faire l'un ou de faire l'autre. Euh, à condition, évidemment, que vous complétez avec la cinquième année, comme vous l'avez dit. OK? Vous avez très bien compris que si vous faites un BBA, il faut rajouter une année. Mais ça, c'est quelque chose de très classique. En fait, un BBA, c'est un poil plus risqué, mais ça peut vous amener un petit peu plus haut. Parce que si vous êtes très bon dans votre BBA, que vous faites plein de choses, vous pouvez ensuite faire une cinquième année dans quelque chose d'excellent. Là où, quand vous êtes en programme grande école, vous savez exactement ce que vous aurez à la fin. OK? Et ça peut être quelque chose de très bon quand vous rentrez à l'ISEC, vous savez que vous aurez un très bon diplôme à la fin. Et Audrey demande, vous nous envoyez les documents et liens ce soir? Non, je vous les enverrai demain. OK. Les documents et les liens. J'envoie ça en général le matin, mais j'ai tellement de rendez-vous demain matin que ça risque d'être en début d'après-midi. Mais je vais faire au mieux pour que ce sera soit le matin, soit début d'après-midi. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Oui, juste dernière précision, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Dernière précision, si vous souhaitez vous préparer avec nous et que vous souhaitez faire vos stages en décembre, il faut s'inscrire rapidement parce que là, normalement, on est en train de finaliser le planning pour le stage de décembre. OK? Euh, euh, Ça risque de plus être possible la semaine prochaine de s'inscrire pour les stages de décembre, mais vous pouvez quand même faire vos stages en février, quoi qu'il arrive. Donc là, on a encore du temps. Mais c'est juste là, on finalise cette semaine les stages. Ok. Vous avez parlé d'alternance. À partir de quelle année conseillez-vous des études en alternance? En fait, c'est vos deux dernières années que vous faites des études en alternance en général dans une école de commerce. Béatrice demande est-ce que l'ESSEC regarde beaucoup les dossiers et les notes et si oui, quelles moyennes sont idéales? En fait, oui, la réponse, Béatrice, c'est qu'ils regardent beaucoup le dossier et les notes. C'est en fait ceux qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleures notes et les meilleures notes aux épreuves, les meilleures notes de dossier et les meilleures notes aux épreuves écrites. La note de dossier, elle est significative, c'est 30% de la note, c'est énorme. Dans les autres écoles, c'est beaucoup moins, à part le M Lyon où c'est aussi 30% de la note. Euh, et c'est ce qui fait aussi qu'on n'a que 25% de réussite à l'ESSEC, en fait. C'est parce qu'en fait, il y a une très grosse partie des étudiants qui n'ont pas du tout moyen de pouvoir aller à l'ESSEC. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, nos étudiants qui ont les plus faibles qui ont été à l'ESSEC en termes de moyenne, c'est des étudiants qui étaient à un bon 13,5 de moyenne au lycée et qui ont eu des 17,5 de moyenne sur les épreuves écrites. OK? Donc, dans l'idéal, c'est mieux d'être dans les 16 de moyenne. Quand vous êtes à 14, 15, à 15 de moyenne, c'est jouable, vous partez avec du retard, mais le fait de faire une prépa, vous allez complètement surperformer par rapport aux autres concours. Le fait de bien vous préparer. Et donc, du coup, vous allez pouvoir rattraper un 15 dans beaucoup de cas. Mais sinon, il vaut mieux être dans les 16 de moyenne. Caddy Konaté demande, moi, ma fille est en terminale et souhaite faire des classes préparatoires pour préparer le concours des grandes écoles après. Est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, nous, on ne prépare pas au concours des grandes écoles, mais si vous avez des questions, par contre, je peux vous répondre sans problème. OK? Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Et si ça me prend 20 minutes de vous informer, je le ferai avec grand plaisir. Et il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce ne sera pas nous qui les préparerons directement. Les seules préparations qu'on fait pour les étudiants en prépa, c'est des préparations aux épreuves, aux oraux, qui fonctionnent très bien. Parce qu'en fait, on a beaucoup de profs qui sont jurys d'admission en école. Donc, moi-même, c'était à l'ESSEC. Mais on a plein de profs qui, souvent, c'est l'ESSEC, le SCP et HEC. Il y en a quelques-uns de la Lyon aussi. En fait, on a beaucoup de, comment dire, on a beaucoup de profs en fait qui sont des anciens de l'ESSEC parce que c'est là aussi où moi, en tant que directeur, j'ai mon réseau, étant donné que je suis un ancien de l'ESSEC. Hmm. Surtout pour la préparation aux épreuves orales d'ailleurs. Hmm. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre participation à la conférence. Au revoir.